Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Éric Chanet. Bonjour Éric. Bonjour David. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama, conseiller économique de l'Institut Montaigne. Emmanuel Macron, qui n'a donc pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, on en est loin, 245 députés. Est-ce que c'est pour vous la fin des réformes, en tout cas un quinquennat empêché, une France ingouvernable? Beaucoup de promesses ont été faites pendant la campagne présidentielle. Il faudra mettre de côté beaucoup de réformes. Vous en pensez quoi? C'est un petit peu Ah tôt ben, j'espère bien que ce n'est pas la fin des réformes, simplement ça va être un peu plus compliqué à faire. Il y a des grands sujets qui ont émergé récemment, comme par exemple avoir une politique de l'énergie, excusez-moi, avoir une politique de l'énergie qui à la fois permette à l'économie de tourner et qui aille vers la décarbonation. Sur ces sujets-là, il est possible de trouver une majorité, hein, puisque ceux, par exemple, qui s'opposent à l'énergie nucléaire sont radicalement dans l'opposition et qu'il n'y a plus aucune raison, dans le fond, pour les macronistes et ceux qui, à droite, souhaitent avoir une politique de l'énergie, de ne pas travailler ensemble. Après, sur d'autres sujets, ça sera beaucoup plus Je difficile, pensais à la comme la réforme des réforme des retraites. retraites. Voilà. Et de manière générale, sur tout ce qui concerne les finances publiques, là, je suis plus pessimiste. Et avec la montée des taux d'intérêt, c'est évidemment une préoccupation. Ça veut dire que beaucoup de dépenses ont été prévues, même par le président réélu, beaucoup de nouvelles dépenses qui sont légitimes sur la santé, la transition énergétique, la sécurité, le pouvoir d'achat. C'est ça le sujet aussi, c'est trouver des marges de manœuvre avec une économie qui ralentit, qui freine fortement, on en parlera ensemble, avec des taux d'intérêt qui remontent. On est à 2,30 sur le 10 ans en France, sur le financement de l'État français. Il y aura des choix à faire en matière de dépenses. Alors oui, cette hausse des taux d'intérêt, pour l'instant, ce n'est pas encore un vrai problème parce que l'inflation est plus élevée que les taux d'intérêt et l'État s'endette à très long terme. Mais en revanche, quand on démarre d'un niveau de dépenses publiques qui est proche de 60% du PIB, hein, donc il y a quand même une limite qu'on ne connaît pas, mais où l'économie est étouffée par les prélèvements qui permettent d'arriver à de telles dépenses, on ne voit pas bien comment on peut encore augmenter les dépenses publiques sans en réduire dans d'autres domaines, en particulier dans les dépenses sociales. Et là, la configuration de l'Assemblée me fait penser que ça sera extrêmement difficile. Et donc, vous avez raison, David, là, il y a une espèce de triangle d'impossibilité entre augmenter encore certaines dépenses et parvenir à faire baisser les dépenses publiques en proportion du PIB. Eh bien, je suis curieux de savoir comment on y parviendra. Quitte à laisser dériver, comme ce qu'on a souvent fait en France, les déficits publics. On est tranquille jusqu'à fin 2023, a priori. Oui, à court terme, c'est un petit peu inévitable. Il y a un risque de récession sérieux en Europe, en France, comme peut-être plus en Allemagne qu'en France, plus en Italie qu'en France, mais quand même, hein, c'est toute l'Europe qui est concernée. Et donc, les déficits vont être plus élevés que prévu, hein, que ce soit les stabilisateurs automatiques ou les promesses électorales. Mais à moyen terme, ce n'est pas tenable. La divergence des trajectoires de dette publique entre la France et l'Italie, pardon, entre la France et l'Allemagne. Mon Mm. lapsus veut dire que je pense que la France va du côté de l'Italie. C'est tout simplement pas tenable à long terme. Donc, il y aura bien un moment de vérité où il faudra s'occuper sérieusement des finances publiques françaises. Moment de vérité également peut-être sur le gaz. Éric Chanet, la Russie a coupé manifestement, temporairement, définitivement, on ne le sait pas, le robinet de gaz qui nous vient en France. La question ne se pose pas sur cet été, mais est-ce que cet hiver, on risque de manquer de gaz si les vannes n'étaient pas rouvertes? Bon, alors ça, c'est une question qui est quand même assez technique. Les marchés de gaz et de gaz liquéfié sont des marchés assez complexes. Euh, Mon avis, quand même, c'est que la France est relativement peu touchée par ces décisions unilatérales de la Russie, hein, qui étaient tout à fait prévisibles. Par contre, nos voisins, comme l'Allemagne et l'Italie, sont beaucoup plus touchés. Et ce qui touche nos voisins nous touche indirectement parce que nous commerçons beaucoup avec eux. Donc, il y a un véritable problème à l'horizon de l'hiver prochain. La stratégie de Poutine, on la connaît. Elle avait commencé d'ailleurs en septembre-octobre 2021. Les réductions de livraison à l'Allemagne visaient à mettre l'Allemagne en position de faiblesse au moment où la guerre se déclencherait, parce qu'elle était prévue depuis longtemps. Hein, c'en est une preuve indirecte. Et se mettre en position mettre l'Allemagne en position de faiblesse, c'est la pousser à des compromis. Alors apparemment, ça n'a pas marché, cette stratégie de Poutine, et donc il la répète pour l'hiver prochain. Mais j'observe que ceux qui s'opposaient à des sanctions qui concernent les livraisons de gaz russes, en disant on ne peut pas mettre notre économie à mal, hein, c'était surtout en Allemagne que ce débat était très virulent, eh bien finalement, ils n'ont pas été dans cette direction des sanctions, mais ils se retrouvent dans la même situation.
c'est-à-dire que la Russie coupe d'elle-même ses livraisons de gaz, ce qui prouve d'ailleurs que, à la différence de l'Union soviétique, ce n'est pas un fournisseur fiable. Et vous avez vu que l'Allemagne a pris des décisions, il faut évidemment qu'ils nous choquent, hein, puisqu'ils vont remettre en service des centrales à charbon pour compenser pour la production d'électricité l'absence de gaz. Mais il n'y a pas que ça. L'Allemagne a compris que pour ne pas passer sous les conditions, les fourches caudines de Poutine, il fallait accepter une réduction des fournitures de gaz à l'industrie allemande. L'industrie allemande était pour des compromis avec Poutine, eh bien, elle a perdu. Et l'Allemagne va mettre en place un système, d'après ce que j'ai compris, un système d'enchères qui permettra aux industriels d'avoir accès à une quantité beaucoup plus limitée de gaz que ce n'aurait été le cas, l'idée étant que les gens puissent se chauffer l'hiver prochain. Donc il me semble que cette histoire de gaz, elle fait long feu. Elle fait long feu parce que finalement, tout le monde est arrivé à la conclusion qu'on ne pouvait pas faire confiance dans les livraisons de gaz russes et qu'il fallait trouver des moyens pour s'en accommoder. Et que les Allemands vont souffrir beaucoup plus au prix d'une récession s'ils doivent arrêter, stopper des sites industriels. Voilà. On n'aura pas ce dilemme-là, nous en France, encore une fois. On devra faire des efforts pour baisser notre consommation. Nous, l'hiver prochain, s'il fait vraiment froid, est-ce qu'il y aura aussi des grands sites industriels, peut-être qui seront obligés de fermer temporairement des centres commerciaux, enfin tout ce qui est très énergivore? Oui, alors quand même, le gaz, ça sert à deux choses, hein. Il y a des utilisations directement industrielles, il y a des utilisations pour le chauffage, mais le plus gros, c'est la production d'électricité, hein. Tous les efforts qui ont été faits dans les énergies renouvelables ne marchent que s'il y a des turbines à gaz qui puissent prendre le relais quand il n'y a pas de vent ou qu'il n'y a pas de soleil. Alors, pour la production d'électricité, c'est là où on a en France une position qui est vraiment très enviable, puisque notre production d'électricité est essentiellement nucléaire. Par contre, pour le chauffage et pour les applications industrielles, eh bien, il y aura une pénurie, mais c'est beaucoup moins important qu'en Allemagne. Il y a d'autres fournisseurs de gaz et on s'est aperçu, j'ai trouvé que c'est absolument remarquable, que les livraisons de gaz naturel liquéfié, en particulier en provenance aussi bien des États-Unis que du Canada, mais aussi du Qatar, ont complètement explosé. Donc, il y a une adaptation assez rapide. Eh bien voilà, on utilisera du gaz qui viendra ailleurs de Russie. Il y en aura moins, donc il y aura des restrictions. Mais la France, de ce point de vue-là, n'est pas dans une situation difficile. Donc pas de grande inquiétude à l'approche de l'hiver pour vous, pour la France? Alors, pas à cause du gaz, hein, je suis inquiet pour d'autres raisons. Je pense que le risque de récession est sérieux. Enfin, le Brent à 130 dollars le baril. On est à 115 ce matin, là. On est à 115 ce matin. On est à 115, il a eu la gentillesse de baisser un petit peu. Mais on est quand même à des niveaux qui sont liés à ce que moi j'appelle un choc d'offres mondial et qui sont des facteurs récessifs. Il faut voir les choses en face. Il y a moins d'offres de pétrole, de gaz, de métaux, de semi-conducteurs. Tout ceci, quand il y a moins d'offres, veut dire qu'il y aura moins d'activité. Et comme il faut bien que la demande s'ajuste à la baisse, ça passe par les prix. Et donc, c'est la source de notre inflation. Donc, ce qui m'inquiète, c'est qu'on va probablement vers un fort ralentissement, voire une récession. On en parlera, si vous voulez, à propos des États-Unis, mais moi, je pense que c'est tout à fait le cas en Europe. Il y a un durcissement des conditions financières parce que la BCE a été un petit peu longue à s'apercevoir qu'il y avait quand même un véritable problème d'inflation. Et on nous parle de préserver le pouvoir d'achat dans des tas de choses qu'on comprend lorsqu'il y a une campagne électorale. Mais après, il faut voir les choses en face. On ne peut pas préserver le pouvoir d'achat lorsqu'il y a un choc d'offres. Ce n'est pas par des chèques ou par des boucliers qu'on fabriquera plus de gaz et qu'on produira plus d'électricité. La seule bonne réponse, c'est de la politique de l'offre. Et donc, en l'occurrence? Alors, comme la politique de l'offre, ça veut dire produire plus d'électricité. Ça veut dire mettre quand même en place très rapidement une stratégie énergétique pour la France et pour l'Union européenne, hein. On est interconnectés, on ne veut surtout pas revenir là-dessus. Et là, il y a urgence à la fois pour le court terme, convaincre les Allemands de ne pas fermer leur centrale nucléaire, qui est quand même le comble de l'absurdité au moment où on n'a plus de gaz russe et on dit on va utiliser le charbon. Excusez-moi. Oui. Donc il y a un niveau européen et il y a un niveau français, hein, qui consiste à avoir un plan énergétique très ambitieux. À court terme, il faut tout faire pour faire en sorte qu'on puisse produire toute l'électricité dont on a besoin. Ça veut dire quand même faciliter un petit peu les choses pour EDF. Et à moyen long terme, ça veut dire qu'on doit miser sur toutes les sources d'énergie non carbonées de manière bien plus ambitieuse que ce qui est prévu jusqu'à présent. Un petit mot, il faut qu'on en parle, Eric, des marchés qui sont évidemment tourmentés depuis que les banques centrales maintenant semblent déterminées à remonter, lutter contre l'inflation en remontant leur taux d'intérêt.
75 points de base la semaine dernière aux États-Unis, ça nous rappelle évidemment 1994, un krach obligataire, vous étiez aux premières loges à l'époque. Est-ce qu'il faut faire un parallèle ou pas entre 1994, qui n'a pas laissé de bons souvenirs au marché, et ce qui se passe aujourd'hui? Alors moi, j'ai plutôt tendance à remonter encore un peu plus loin dans le temps et à penser à 79, à la politique Volcker. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu une sorte, mais les choses sont dans un intervalle de temps beaucoup plus raccourci, heureusement. Il y a eu quand même un état de déni de la part des grandes banques centrales, la Fed, la BCE, sur l'inflation. On nous a dit c'est temporaire, etc. Alors que les racines de l'inflation, hein, il y a un choc d'offres, mais il y a aussi des racines d'un excès de demande, et puis ça avait commencé même avant la crise du Covid. Et donc les banques centrales rattrapent. À l'époque de Volcker, il a fallu plusieurs années avant de prendre les bonnes décisions. Là, ça a été quelques mois. Et donc, la comparaison que je ferai avec 1979 est quand même beaucoup amoindrie par le fait que les banques centrales n'ont pas oublié ce qui s'était passé en 79. On avait eu une récession très grave aux États-Unis en raison du retard de la Fed. Et quand elle s'y était mise, ben voilà, elle avait mis l'économie en récession. Donc, voilà le parallèle que je ferai. Est-ce qu'on a une débâcle obligataire? Pas véritablement. Hein. Les primes de risque sont en train de revenir, les primes de risque, les primes de terme, et celles-ci avaient disparu parce que les banques centrales achetaient des obligations. Ça, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais pardon, je vous coupe, Eric, 200 points de base de hausse sur la dette française à 10 ans. Si ce n'est pas un krach obligataire, ça fait quand même une perte de moins 20% depuis le début de l'année sur l'obligataire qui perd autant que le CAC 40, non? Ah ben ça, c'est tout à fait clair. Non, vous avez raison, David. S'il y a une chose à ne pas avoir dans son portefeuille, ce sont bien des obligations, pour deux raisons. D'abord, il y a le nominal sur lequel on perd parce que la prime de risque revient. Mais deuxièmement, les obligations ne sont incapables de résister à l'inflation. C'est-à-dire que les coupons que vous avez, leur valeur réelle, elle va diminuer de plus en plus en raison de l'inflation. Alors en France, elle n'est pas très élevée, elle n'est qu'à 5%. Mais enfin, quand j'ai un coupon de 0,5 ou de 1%, je perds 4% par an. Donc c'est clair, les obligations, qu'elles soient souveraines, qu'elles soient de très bonne qualité ou qu'elles soient de moins bonne qualité, c'est le dernier des endroits où on veut être. Mais c'est du côté des marchés d'actions que je trouve que la situation est la plus inquiétante. Alors tout ceci était dans une certaine mesure quand même prévisible, à condition d'être capable de prévoir la remontée des taux d'intérêt. On en avait souvent parlé ensemble, David. Les valorisations des actions tenaient compte du fait qu'en gros, on devait vivre avec des taux d'intérêt à zéro ou proche de zéro pour les 50 prochaines années. Et quand on fait les calculs avec des taux d'intérêt proches de zéro, la valeur des actions, elle peut monter très élevée, à des niveaux très élevés, puisque les bénéfices futurs ont presque la même valeur que les bénéfices de l'an prochain. Avec des taux d'intérêt qui montent, des taux d'intérêt à long terme, alors on est dans la zone 2-3%, on va peut-être aller un petit peu plus élevé, là, il y a mécaniquement une baisse de la valorisation normale des actions. Il me semble qu'on est allé beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que la chute des marchés d'actions, en particulier de la technologie, est allée plus loin que ce que justifie simplement la remontée des taux d'intérêt. Évidemment, il y a cette question de la récession. Donc la chute actuelle, encore une fois, des marchés est déraisonnable, excessive? Alors, je ne sais pas si c'est déraisonnable ou excessif, il faut être bien prudent là-dessus. Mais moi, il me semble que dans la situation où nous sommes, un grand choc d'offres, il y a des secteurs entiers des marchés d'actions, de l'industrie, qui vont bénéficier énormément de ce choc d'offres, parce que l'économie, elle réagit, et les gouvernements réagissent aussi. Qu'il s'agisse du secteur de l'énergie, qui est quand même très lié au secteur de la technologie, qu'il s'agisse du secteur alimentaire, puisqu'on ne peut plus compter quand même sur des ressources alimentaires qui venaient d'Ukraine ou de Russie. Là, il y a des opportunités industrielle et économique extraordinaire. Et donc, il me semble qu'il y a un pessimisme peut-être un petit peu exagéré du côté des marchés d'actions, pour le dire autrement, qu'il y a de belles opportunités d'investissement à long terme dans les secteurs qui vont nous aider à sortir de ce choc d'offres. Ouais. À quel moment on peut savoir qu'on a touché le fond de la piscine? Parce qu'on est quasiment en bear market. On est en bear market aux États-Unis, au-delà de 20% de baisse depuis le début de l'année. On est à moins 18 ou autour de moins 18 sur le CAC 40. Comment est-ce qu'on peut savoir au moment où voilà, on touche, on est au fond et potentiellement on remonte? Alors moi, ça, je ne le sais pas. Et si jamais, David, vous entendez parler d'un instrument qui permet de le savoir, vous me le dites tout de suite. Je crains que pour ces choses-là, on a vécu ça quand même pas mal de fois. On se souvient très bien de 2008-2009. Moi, j'étais interrogé par les compagnies d'assurance américaines fin 2008 et je leur disais, peut-être mars-avril, il faudra bien regarder
quand les enquêtes de conjoncture commenceront à nous dire des choses. En fait, ça s'est produit à peu près à ce moment-là, mais c'était un coup de bol et je ne croyais même pas beaucoup à ce que je disais. Donc, il faut se résigner au fait qu'on fait une analyse fondamentale. Elle dit, ben, investir, c'est intéressant et on sait qu'on peut encore perdre de l'argent. Hmm. C'est pour ça que je dis à long terme. C'est de l'investissement à long terme. Investir avec des perspectives de profit à court terme cette année, ça me paraît être très difficile. Juste un truc, on finit là-dessus, Eric. Sur la Fed ou même la BCE, elles oseront aller jusqu'où pour terrasser l'inflation? Elles le feront coûte que coûte, quitte à assumer une récession. Il y a un niveau au-delà duquel elles n'oseront pas aller. Je disais que les dernières prévisions des membres de la Fed sur les taux Fed Fund en fin d'année, c'est 3,4%. Certes, ça va aller vite, mais ce n'est pas dramatique non plus avec une inflation à plus de 8, non, aux États-Unis. Oui, alors, je pense que tout va changer, y compris dans les réflexions du comité de politique monétaire de la Fed ou du conseil des gouverneurs de la BCE, une fois qu'on est passé du la récession n'est pas inévitable à ah, tiens, on est en récession. Et quand les signaux qui montrent qu'on a un très fort ralentissement ou qu'il y a une récession qui est en train de s'entamer, là, je pense que les banques centrales cesseront de remonter les taux d'intérêt. Et vous le datez quand, ça, justement? Parce qu'il faut dire Moi, qu'aux moi, il États-Unis. me semble on est au bord, hein, donc c'est une question de quelques mois. Donc, j'aurais tendance à penser que les banques centrales, Fed, BCE, vont peut-être augmenter encore un petit peu les taux d'intérêt. Du côté de la BCE, c'est encore à faire. Mais qu'elles cesseront, parce que ça n'a pas grand sens lorsqu'on est en récession de monter les taux d'intérêt, mais qu'une fois qu'on sortira de la récession, alors là, il y aura toujours de l'inflation et que les banques centrales continueront à monter les taux d'intérêt, mais avec beaucoup de prudence, hein. Une récession, ça rend le banquier central prudent. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de converser avec vous. Éric Chanet, donc, conseiller économique de l'Institut Montaigne, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, Merci salut. David. Ciao.